Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre au port de Piraillan, au Cap Ferret, pour rencontrer Sylvie Latrille, ostréicultrice. Ce port, très prisé l'été, laisse place à une toute autre ambiance l'hiver. Dans les petites ruelles typiques qui desservent les cabanes à huîtres, seuls les ostréiculteurs s'affairent pour produire ce mets d'exception qui nous régalera pour les fêtes. Dans ce cadre aux apparences idylliques, on sent déjà la rudesse du métier. Nous nous sommes alors rendus dans la cabane de Sylvie, la numéro 57 très exactement, avec une vue d'exception sur l'île aux oiseaux. Sylvie nous raconte comment elle travaille au quotidien pour produire ses huîtres. Elle nous parle aussi du fait d'être une femme dans un milieu d'hommes et, évidemment, elle nous donne tous ses conseils pour bien ouvrir et déguster ses huîtres pour les fêtes. Bonne écoute et bonne fête à tous. Bonjour Sylvie. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir dans votre cabane à huîtres. Avec grand plaisir. Pour démarrer, est-ce que vous pourriez vous présenter, nous expliquer où c'est qu'on se trouve actuellement ? Alors, nous nous trouvons sur la presqu'île de l'Èche Cap Ferret, dans le village ostréicole de Piraillan. Au bord de la plage, la marée monte et le soleil s'échappe, mais il fait très bon, c'est le mois d'octobre. Ouais, on est trop bien, j'ai trop de chance d'être venue là, c'est vraiment magnifique. On mettra des photos. Pour démarrer, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel a été le déclic pour vous de devenir ostréicultrice ? À la base, je suis issue de la campagne et j'ai un fort attachement à la nature. J'ai fait un parcours plutôt d'ordre scientifique et à un moment donné, mon parcours s'est un peu interrompu puisque j'ai eu des enfants. À ce moment-là, j'ai voulu me reconvertir vers quelque chose d'agricole. Et c'est en venant en vacances que j'ai eu le déclic d'assimiler l'ostréiculture et les métiers de la mer à l'agriculture. Donc je me suis tournée vers ce sujet-là et en cherchant un peu, j'ai trouvé une exploitation vacante. J'ai vu qu'un ostréiculteur, vous avez dit conduire un tracteur ou un bateau, c'est pareil. Voilà, en fait, c'est juste qu'il faut avoir un petit peu confiance en soi, un certain sens de la conduite et de l'équilibre, et puis tout va bien. Et comment vous êtes formée ? Parce que démarrer comme ça de zéro, c'est un métier qui a l'air particulièrement hostile. Alors on a l'image de l'été, les huîtres, mais il y a aussi l'hiver qu'il faut passer. Alors au niveau de la formation, on a comme en agriculture des BPA. Et là, c'est des BPAM. À l'époque, c'était ça en tout cas. C'est une formation de quelques mois pour adultes, en fait, au final, qui nous prépare à ce métier. Et après, on a aussi une formation pour passer un permis de conduire les navires, mais de façon professionnelle. À l'issue de quoi, on peut commencer à prétendre à une installation. On fait une étude d'installation et on s'installe. On cherche une entreprise à reprendre et on s'installe. Et c'est là que finalement la vraie formation commence parce que c'est sur le terrain que l'on apprend vraiment à réagir correctement. Le lieu, comment vous l'avez trouvé et qu'est-ce qui vous a évoqué quand vous avez trouvé la cabane, la numéro 57 ? Le lieu, c'est en fouinant un peu, c'est mon mari qui l'a trouvé d'ailleurs. La première fois où j'ai mis les pieds ici, j'ai eu un petit déclic, c'était un gros coup de cœur, voire un petit coup de foudre. J'ai tourné la tête à droite et j'ai dit que c'était cette entreprise que je voulais reprendre si je devais me lancer là-dedans. Et ensuite, les choses, comment elles se sont passées ? Ça a été relativement fluide ou au début ça a été un peu chaotique ? Ni chaotique ni fluide. En fait, quand on est déterminé, on arrive toujours à ses fins puisque s'il y en a un obstacle, on le contourne, on tourne autour et on finit par trouver une issue à chaque obstacle. Donc pas fluide, mais continuellement, de façon continue, acharnée dans le projet et de façon presque obsessionnelle, y arriver. La journée d'aujourd'hui en est la preuve puisque je suis arrivée là, à la bonne journée, 2 bateaux sont tombés en panne, mais vous me disiez que vous trouviez toujours des solutions au final. Oui, en fait, il ne faut jamais se désespérer. On a toujours de quoi se retourner. Et souvent, des épreuves qu'on passe, on en tire des leçons pour la suite. Ou on échafaude d'autres plans qui sont peut-être plus positifs que les premiers.
Et est-ce que vous pouvez nous décrire votre activité? Qu'est-ce que votre journée type? Qu'est-ce que vous faites? Alors en fait, je ne parle pas au singulier, je parle plutôt au pluriel, puisque maintenant on est une petite équipe. Et je dirais même que je m'extrais un peu des tâches quotidiennes, comme je faisais autrefois. Je partais en bateau en suivant les heures de marée basse et revenais pour trier des huîtres à la cabane. J'ai un peu passé le témoin à mon fils qui conduit une petite équipe de salariés et je suis un peu là pour à la fois superviser et puis venir dans les moments où il y a des soucis. Donc je suis un peu celle qui enlève les petits grains de sable de la journée. Et alors du coup, vous produisez vos huîtres? Oui, nous produisons nos huîtres, oui. Et vous les vendez ici à la cabane? Comment ça se passe? Pour le moment, c'est ce que l'on fait. Après, on est ouvert à tout. On a parfois quelques expéditions dans des restaurants. On vend aussi en vrac. C'est-à-dire que quand on veut avoir des belles huîtres, on exploite en plus grosse quantité que ne le demande en fait notre clientèle. Et ça nous permet d'avoir une sélection selon des critères que l'on définit nous-mêmes. Et ce qui reste en trop, on peut le vendre peut-être à bas prix par rapport à ce que l'on ferait au détail et en dégustation, mais au moins ça fait tourner l'ensemble des rouages. J'ai eu la chance de venir manger ici au mois de juin. D'ailleurs, je me suis aperçue que c'était ici juste en rentrant dans la cabane. Je me dis quelle naze. En recherchant sur internet, tout ça, j'ai pas capté que j'étais déjà venue là. Mais bon, déjà, c'était excellent forcément. Mais en plus, il y avait vraiment énormément de monde. Il y a un vrai succès de l'huître sur le bassin, quoi. Enfin, je veux dire, on avait attendu, je crois, 45 minutes pour pouvoir avoir la table. Enfin, il y a un vrai succès là-dessus. Alors en fait, sur la fréquentation, au niveau des dégustations, on a une certaine régularité. Ça tourne très souvent. On est souvent ouvert, quasiment toute l'année. En revanche, c'est vrai qu'il y a des coups de feu et des jours de pointe importants, notamment justement sur ces fameux premiers jours de beau temps et week-ends de beau temps, juin, mai, avril en font partie. Et il faut savoir qu'à cette période-là, on n'a pas nos saisonniers et on a moins de bras, moins de jambes, mais il faut faire face de la même façon qu'en été. Donc c'est des journées extrêmement denses, mais où on met toute notre application et en général on y met tout notre cœur parce que c'est le début de la saison et qu'on est à fond dans l'excitation de la reprise de ces gros rythmes. Donc on adore en fait ce genre de moment. Et cette saison, elle s'est bien passée? Alors cette saison s'annonçait très bonne puisqu'on sortait des années Covid. Et puis on a malheureusement eu un certain impact des incendies du secteur. On ne peut pas dire qu'on ait eu de l'adrénaline tous les jours. On a travaillé, mais on n'a pas été au point de se laisser déstabiliser comme on pourrait de temps en temps. On a toujours marché régulièrement, mais il n'y a pas eu de jours très très chauds du point de vue de l'activité. Et alors j'aurais bien aimé qu'on parle des huîtres parce qu'en préparant le sujet, j'ai appris plein de choses. Si ça vous va, avant que vous nous expliquiez le métier d'ostréiculteur, j'aurais bien aimé qu'on fasse la vie de l'huître un peu étape par étape. Oui. Donc déjà, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment elles se reproduisent? Alors les huîtres sont des animaux hermaphrodites successifs. C'est pas comme l'escargot qui se reproduit avec un partenaire. L'huître a effectivement besoin d'un partenaire, mais sur l'escargot, il y a deux sexes sur le même animal et il a besoin effectivement d'un autre escargot pour se reproduire. L'huître, elle change son sexe à chaque fois qu'elle se reproduit. En tout cas, je parle de l'huître creuse, Crassostrea gigas, donc l'espèce dont on parle. Pour l'huître plate, c'est la même chose, mais c'est chaque année qu'elle change de sexe. D'accord. Donc cet hermaphrodisme étant évoqué, faut savoir que pendant la période qui commence à se réchauffer, c'est-à-dire fin de printemps, début d'été, l'eau monte en degrés, la salinité augmente également puisqu'il y a une pluviométrie plus faible. À ce moment-là, elle différencie des cellules de son manteau, c'est-à-dire le tégument interne des chairs, en cellules sexuelles en fait. Et lorsque elles sont arrivées à maturité, l'une, on va pas dire décide parce qu'elle n'a pas de cerveau, mais ressent que c'est le moment et elle va émettre ses gamètes dans l'eau. Si elle fait ça toute seule, ça sert à rien. Donc elle invite ses copines à le faire. Et le seul message qu'elle a trouvé pour avertir ses copines, c'est un message d'ordre chimique. Et donc ce message va déclencher la suivante, qui elle-même enverra un message à celle d'après. Et sur des kilomètres,
une huître pourra déclencher des milliers d'huîtres. Voilà. Ok. Donc une fois les gamètes dans l'eau, la fécondation va pouvoir être réalisée au gré des courants. Ok, les gamètes se croisent et du coup se fécondent. Ouais, Ok. voilà. Et on a des œufs faut un peu de fécondés. chance alors. Il faut qu'il y ait beaucoup d'huîtres qui le fassent en même temps. Oui, c'est carrément des nuages de lait et de laitance. Ah ouais, ok. Et donc ça se rencontre obligatoirement. Au bout de plusieurs heures, vous avez déjà des petites larves. Elles vont se métamorphoser plusieurs fois. Elles portent des petites coquilles. Déjà très vite, au bout de 2 jours, je crois qu'elles ont leurs coquilles. Et à 21 jours, après 3 ou 4 métamorphoses, elles auront l'obligation biologique de s'accrocher quelque part. C'est là qu'on leur propose des supports qu'on appelle des collecteurs. Ces petites larves vont venir se fixer à tâtons. Elles vont venir voir si ça leur convient. Elles font une petite glu, elles se collent dessus. Et là, elles sont à l'abri en fait, de la prédation. Elles vont pouvoir se développer tranquillement, mais sûrement. Et c'est là que l'on peut les piéger en leur proposant des supports artificiels que l'on grattera. Le terme gratter n'est pas adéquat. On parle de détrocage. On grattera plus tard pour les récupérer en vrac et les mettre en poche. Ok, très bien. Début de la première étape. J'ai vu que les larves avaient besoin quand même de très bonnes conditions, une eau à 20 degrés, etc. pour se développer, qu'il y a très peu d'endroits, dont le bassin d'Arcachon d'ailleurs fait partie, pour qu'elles se développent comme ça dans l'espace naturel à grande échelle, et que du coup il existe des écloseries, c'est ça, qui sont spécialisées pour la naissance des larves. En fait, le bassin d'Arcachon, il faut rappeler que c'est un endroit semi-fermé et qui a 2 qualités. Celle d'apporter une eau océanique fraîche, pleine d'oxygène et bien brassée, avec du plancton. Et en sens inverse, comme c'est un bassin qui est un peu fermé, un site protégé pour les larves. Donc ça, c'est le premier point. Donc le bassin d'Arcachon est depuis très très longtemps le plus gros naisseur de naissins français naturels. Mais effectivement, il existe des sortes de laboratoires qui arrivent à faire de la reproduction dans des lieux entre guillemets artificiels et qui vont pouvoir venir au secours de la nature lorsqu'elle n'a pas fait complètement son boulot au niveau de la reproduction. Oui, très bien. Et du coup, les ostréiculteurs souvent se fournissent dans ces écloseries. Les ostréiculteurs se fournissent pas tous, mais je trouve que c'est une bonne gestion des choses que de pouvoir se rabattre sur l'écloserie si la nature ne fournit pas ce qu'il faut. Et puis on est beaucoup à vouloir manger des huîtres. Donc j'imagine, d'ailleurs je voyais qu'au 19e siècle, mais que c'était des huîtres sauvages et que d'ailleurs on avait failli arriver à l'extinction de l'espèce parce que les gens en mangeaient trop et que du coup ils avaient importé des huîtres du Portugal et ensuite du Japon. Mais que... Vous avez bien bossé. Oui, j'ai 5 pages de notes. Mais donc forcément si on veut tous manger des huîtres en plus souvent au même moment, il y a un moment où la nature elle suffit plus. Quand on reste au niveau de la cueillette, effectivement, si on a une grosse consommation, on n'arrive pas à faire face à la quantité nécessaire. Donc l'élevage répond bien à cette demande. Du coup, après, donc soit elles sont produites naturellement, ces larves, soit en laboratoire. Après, vous l'avez dit, elles s'accrochent à ces parcs que vous faites de manière, avec des bouchées. Celles de laboratoire ne s'accrochent plus. Elles ont été déjà décrochées. Et donc, on arrive à l'étape où on les met dans des poches à petites mailles. Ouais. Elles sont assez nombreuses. Elles ont une forte densité par poche. Et au fur et à mesure de l'élevage, au bout de 3 ans, on aura diminué la densité pour les amener à peu près 100 huîtres par poche, ce qui est faible, mais qui permet à chacune des huîtres de subvenir à ses besoins en pompant de l'eau dans la mer, en fait. Oui, et puis j'imagine qu'elles grossissent, donc petit à petit les poches elles deviennent trop petites aussi, non ? C'est ça, les poches gonflent comme des cakes qu'on mettrait au four. Mais du coup, vous, en termes de travail, ça doit être monstrueux parce que ça veut dire qu'il faut tout le temps aller chercher les sacs, les ramener pour changer de poche, repartir. Le travail est d'autant plus monstrueux que le cycle de l'huître, c'est 3 ans. Pour amener une huître de son collecteur jusqu'à l'assiette, c'est 3 ans. Et que si on calcule bien, il faut chaque année recommencer un captage d'huîtres. Donc on a 3 années d'élevage qui se superposent. Donc on traîne 3 générations en contigu. Et donc c'est beaucoup de volume. La grande difficulté, c'est que la reproduction a ses avantages ici, dans le bassin d'Arcachon, mais aussi ses inconvénients, c'est que les bébés huîtres qui venaient se coller sur les tuiles et les coupelles, donc les collecteurs, viennent aussi se collecter sur les coquilles d'huîtres âgées, et que celles-ci, on n'en veut pas, puisqu'elles vont finir par dégrader l'huître âgée, et on ne pourra même plus ouvrir facilement les huîtres, on n'aura plus accès à la coquille initiale,
Donc il faut s'en séparer, il faut s'en débarrasser. Et le seul moyen qu'on ait trouvé, c'est de plonger les poches dans de l'eau bouillante afin d'éradiquer ces bébés huîtres sauvages. Voilà, c'est ça. Et donc c'est chaque poche qui passe 3 secondes à 85 degrés, 90 degrés quand elles sont un peu plus grosses, pour pouvoir garder des coquilles en élevage d'huîtres bien propres. Et ça tue pas l'huître qui est à l'intérieur? Il ne faut pas avoir la main lourde et pas trop légère non plus. Ouais. C'est un compromis bon équilibre. Ouais, c'est ça. Et vos parcs à huîtres, ils sont où? Comment vous y allez? Combien de temps il vous faut pour les atteindre? Le parc le plus proche, c'est une sorte de stock que l'on a pour avoir les huîtres assez proches et pouvoir y avoir accès assez facilement. Il a 5 minutes, c'est vite fait. Puis les autres zones de parc sont à un quart d'heure, 20 minutes. Okay. En fonction du chargement, du vent, de la houle. Et de la marée, ils sont accessibles pas toujours? Parce que je suis arrivée avec ma petite soeur, je suis arrivée comme une grande touriste, je dis on va voir les parcs à huîtres, et me dit bah non, là c'est marée haute, on peut pas les voir. Ouais, l'eau monte. Dans la marée basse, c'était ce matin jusqu'à début d'après-midi. Comment ça marche? Ça marche 2 fois par jour, marée basse, et puis en fonction des coefficients de marée liés au positionnement de la Lune, de la Terre et du Soleil, on a plus ou moins de hauteur à marée basse et à marée haute. Ouais. Si on a un bon alignement Terre-Soleil-Lune, on a des grands coefficients de marée. Si au contraire on a un angle entre la Lune, la Terre et le Soleil, à ce moment-là, des faibles coefficients de marée, et l'eau descend mal et monte mal. Voilà. Ce qui ne vous arrange pas? Ça ne nous arrange pas les petits coefficients de marée. Ça dépend de ce qu'on a à faire, mais globalement, pour rester longtemps au barque, ça ne nous arrange pas. Parce que du coup, vous pouvez travailler qu'à marée basse ou quand l'eau est suffisamment basse pour atteindre les parcs à huîtres? Notre système de travail, effectivement, requiert d'être à marée basse sur les parcs. Est-ce que les huîtres, elles ont des prédateurs? Les huîtres ont l'homme comme prédateur principal, l'étoile de mer, le bigorneau perceur, la raie, le crabe pour les petites huîtres. Voilà, je crois que j'ai tout dit. En tant qu'ostréiculteur, c'est des choses que vous devez les protéger contre ça ou... Mais le fait qu'elles soient élevées dans des poches à mailles assez serrées empêche la prédation. Peut-être le bigorneau perceur qui arrive à faire son petit travail au travers des trous, mais globalement ça les protège beaucoup plus que si elles étaient en vrac sur le sol, dispersées sur le sol comme on faisait autrefois. Et donc ensuite, une fois qu'elles ont été élevées en mer, qu'elles ont fait leurs allers-retours de la terre à la mer pour être changées de poche, etc., qu'est-ce qui se passe? Alors en fin d'élevage, quand on trie une dernière fois, non plus selon les tailles cette fois-ci, mais selon les poids, on va faire des codes couleurs sur nos poches et puis on va mettre en stock, par exemple pour Noël, plusieurs tonnes de 3, plusieurs tonnes de 2. Et ça va retourner dans un parc spécial qu'on appelle le parc d'affinage. Et là, elles vont se finir, on va atteindre une certaine perfection parce qu'elles vont bien rouler entre elles. On va obtenir des formes bien rondes, la coquille va se corser, la chair va finir de se parfaire, c'est-à-dire qu'elle va stocker un maximum de glycogène, c'est un sucre lent. Ça dure 1 mois ou 2. Bien, quand on a fini ça, on va les relever pour la vente. Donc là, on va les mettre en bassin d'égorgeoir. On va faire la dernière étape qui s'appelle la finition, c'est-à-dire que l'eau de mer qui est dans le bassin d'égorgeoir va permettre d'éliminer les dernières petites coquilles ou débris qui seraient à l'intérieur de la cavité des coquilles. Et je vais passer à la question de l'auditeur. C'est Magali qui vous demande s'il y a une saisonnalité pour manger les huîtres et est-ce que c'est une légende de les manger les mois en breu ou pas? Déjà, c'est quoi cette légende? Moi, je Alors, la connaissais c'est très ancien et ça avait un peu d'oraison. C'est essayer d'éviter de manger des huîtres lorsqu'elles étaient laiteuses, c'est-à-dire en période de reproduction pour essayer de préserver le cheptel. Et l'autre raison qui amenait à éviter de manger les huîtres pendant l'été, donc de mai à août inclus, c'était aussi qu'on évitait des problèmes sanitaires puisque les eaux étaient chaudes, on risquait des contaminations bactériennes ou de microalgues, il n'y avait pas de contrôle sanitaire, il n'y avait pas de transport frigorifique, pas de frigo, les transports étaient lents. Donc on imaginait bien que consommer au mois d'août des huîtres à Paris, par exemple, présentait une certaine forme de danger. Donc on a décrété cette phrase qui restait dans tous les esprits, je peux vous le dire, parce que chaque été, quand les gens passent, on en parle, plutôt 10 fois par jour qu'une fois. Ah ouais. Mais c'est pourtant au mois d'août que je fais mon plus gros chiffre d'affaires. Et alors du coup, vous nous l'avez dit, l'été, les huîtres, elles sont laiteuses parce qu'elles se reproduisent. Comment aujourd'hui la profession elle a réussi à contourner ça pour qu'on ait la chance de manger des huîtres l'été? Alors elles ne sont pas toujours laiteuses, il y a des cycles qui font que
Une huître qui vient d'émettre ses gamètes va se refaire pendant un petit moment avant de repasser à une deuxième cycle de reproduction. Donc on peut jouer sur les lots. Et il existe aussi des huîtres hybrides qui sont stériles et qui peuvent permettre de passer cette étape de laitance qui est désagréable, on va dire, pour 90% de nos consommateurs. J'aimerais bien qu'on en parle un petit peu de ces huîtres triploïdes parce que je trouve que c'est quand même ce qui nous permet de pouvoir les manger. Du coup, vous pourriez nous expliquer, j'ai vu que c'était une histoire d'association d'une huître classique avec une huître qui a plusieurs chromosomes, c'est ça ? En fait, à l'origine, c'est plutôt sur le niveau de la fécondation qu'il faut remonter sur la triploïdie. C'est un accident trouvé dans la nature qui est reproduit un peu à l'infini et c'est une sorte de trisomie, mais sur tous les chromosomes de l'huître. En fait, en appliquant au moment de la fécondation, l'ovocyte 2, avant de devenir ovule, doit se éliminer la moitié de son plan génétique. Elle est diploïde, elle va éliminer la moitié de ses plans génétiques pour n'en avoir plus qu'un au stade de l'ovule. Et lorsque l'ovule ou plutôt le spermatozoïde rencontre l'ovule, il apporte aussi son quota de génétique puisqu'il apporte le plan côté paternel. Et les deux plans se rassemblant, ça reforme un individu diploïde. Ça, c'est une fécondation traditionnelle, naturelle. Dans la triploïdie, l'ovocyte 2, qui devient ovule, ne rejette pas son plan maternel. Donc, sous l'effet de pression osmotique variable, on peut bloquer cette expulsion et le spermatozoïde rencontre donc un ovule à 2 N chromosomes, ce qui fera un individu triploïde à 3 plans génétiques, 2 de la mère, 1 du père. Ça, okay. C'est la base. Et après, il y a possibilité aussi, à partir d'un tétraploïde et mélangé à une huître dite normale, donc diploïde, de faire des triploïdes. Donc si je résume, c'est intéressant d'obtenir des huîtres stériles pour qu'on puisse en manger en été au maximum et qu'elles ne soient pas laiteuses à ce moment-là. Et pour le faire, on associe une huître normale avec une huître tétraploïde qui a 4 chromosomes et ça nous donne une huître qui en a 3 voilà. Et qui est stérile en fait. Voilà. C'est un croisement génétique finalement. C'est un croisement, voilà. Ça n'a rien à voir avec des OGM. Oui, c'est ça que je voulais pour rassurer les consommateurs. Ouais, pour juste éclairer un tout petit peu les personnes qui ne connaîtraient pas trop. Si on veut conférer une qualité à, par exemple, un végétal, on va prendre le pied de maïs. Si on veut le rendre OGM, qu'on veut lui donner, par exemple, la qualité de se protéger contre un champignon, d'être un fongicide, tout simplement. On va pouvoir intégrer par le biais d'un virus, d'un champignon non pathogène ou d'une bactérie non pathogène, un fragment d'ADN qui est capable de synthétiser cette protéine. Alors, dans l'esprit, c'est super bien. Par contre, dans les faits, il se trouve qu'il n'y a pas de stabilité. Alors que là, on est juste sur un croisement génétique. Et du coup, pour avoir ces huîtres tétraploïdes, donc à 4 chromosomes, par contre, il y a des laboratoires qui entretiennent un peu ce parc d'huîtres très spécifique en fait. C'est par le biais d'Ifremer qui produit ces étalons, si on peut dire, ouais. Qui les numérote et qui récupère les coquilles une fois la fécondation terminée, pour être sûr que ça ne parte pas dans la nature. C'est très, il y a une traçabilité très forte là-dessus parce qu'il y aurait un danger si ça atteignait le milieu naturel. Pourquoi danger ? Parce que autant si on a la maîtrise de ce qu'on apporte au milieu naturel de cet hybride, il y a juste une compétition trophique alimentaire dans les eaux. Et donc ça peut être tout à fait maîtrisé. Par contre, si évidemment l'étalon était dans le milieu naturel, là, ça rendrait stérile, ça stériliserait tout le banc d'huîtres. C'est pas le but. Non, il faut rester très raisonnable par rapport à l'utilisation de la triploïde en général. C'est-à-dire que en utilisant avec parcimonie, je pense que c'est une bonne chose. Et si on ne faisait que ça serait une mauvaise chose. Ouais. Il faut arriver à trouver une sorte de quota chacun pour pouvoir l'utiliser un peu l'été, puis après passer à autre chose. Voilà. Et le croisement entre l'huître normale et tétraploïde, ça se fait directement chez Ifremer ou est-ce que Ifremer envoie dans les écloseries les tétraploïdes ? Ouais, d'accord. Ifremer envoie dans les... Et c'est les écloseries qui font le croisement. Ouais. Ok, super. Merci beaucoup de nous avoir éclairé là-dessus. Normal. Et est-ce qu'à un moment, les ostréiculteurs, ils sont pas dans une réflexion pour traduire ça aux consommateurs est-ce qu'il y a un intérêt à le faire ou pas entre les huîtres qui sont complètement de larves naturelles et versus celles qui ont été faites en laboratoire. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt ? Oui, je pense que de toute façon
chaque consommateur doit savoir l'origine des produits qu'il consomme. Je crois que c'est une notion de confiance. Quand je vous apporte de la nourriture sur votre table, vous avez confiance en moi. Et moi, je ne dois pas trahir votre confiance, je dois être clair sur les choses. Ça doit être dit et expliqué le plus souvent possible. Je crois que ça, c'est important. Je pense que ces deux huîtres ne doivent pas rentrer en concurrence. Je pense que chacune a son intérêt. Il n'y a pas meilleur qu'une huître diploïde au printemps, c'est fantastique, c'est délicieux. Les huîtres de printemps en diploïde, c'est délicieux. Je pense que l'huître triploïde en été, parfois, c'est raison d'être. Donc, il faut dire les choses après au consommateur de faire son choix. Ben merci de nous les avoir dites et qu'on ait bien compris le sujet. Et je vais passer à la minute économie du podcast. Est-ce qu'un ostréiculteur, ça gagne bien sa vie ? Je pense qu'un ostréiculteur peut vivre de son activité, mais au prix un peu de sa santé. Il n'a pas beaucoup de répit. Il travaille toujours en décalant ses heures dans la semaine. C'est-à-dire qu'il va peut-être commencer tôt le matin au début de la semaine et plus tard le soir. Avec les marées, il est obligé de se caler là-dessus. C'est quand même assez fatigant de porter les poids qu'il a à soulever. Même si on mécanise beaucoup, il y aura toujours les bras et les jambes pour faire le bout de la chaîne au-delà de la machine. Et puis le fait d'être peut-être très multifonction, c'est assez fatigant en fait. Je pense que ce qu'il gagne, il ne le vole pas, mais il ne gagne pas beaucoup. Et puis le deuxième aspect par rapport à ces données-là, c'est qu'au niveau des charges, il y a quand même beaucoup d'entretien sur son matériel. Vous parlez des pannes des bateaux. L'environnement marin amène beaucoup de corrosion au-delà de ce que nous on connaît à la campagne, où vous avez un beau matériel la première année, il commence à rouiller la deuxième, même si vous mettez des graisses, vous protégez, vous passez à l'eau douce, ça s'abîme très vite. Et puis toutes les tables qui supportent les poches d'huîtres, c'est des tables métalliques. Au bout de quelques années, elles sont rouillées, vous pouvez rien contre ça. Donc toutes ces charges font que ce sont des entreprises qui sont lourdes à porter. Ouais, je vois. Et justement, ça m'amène sur la partie suivante, sur les difficultés du métier. Effectivement, il y a une grosse dimension naturelle au métier d'ostréiculteur. Finalement, vous luttez tous les jours contre les éléments. Enfin, ça me donne cette impression. Ce que je vous disais quand vous êtes arrivé, c'est il y a une racine agricole avec en plus effectivement une certaine hostilité du milieu. Le milieu marin et maritime est quand même parfois assez difficile. Et puis on ne peut pas faire de planning. On en fait sur les grandes lignes, mais du jour au lendemain, le mauvais temps s'instaure et on peut avoir 3 semaines de temps un peu dans la tempête et venteux. On a vraiment un milieu assez difficile, ouais, c'est vrai. Surtout l'hiver, non ? Parce qu'on a l'image du bassin d'Arcachon l'été, la petite cabane à huîtres, mais c'est hostile, quoi. C'est un style de vie extraordinaire et c'est celui qui attire. Et il attire aussi du point de vue de la liberté. Ce style de vie est extraordinaire. Il y a beaucoup de gens qui nous envient. Quand on commence ce métier, il faut savoir qu'on va s'exposer également à tout ce qui est difficile et il faut faire la part des choses. Savoir si on est capable à la fois d'aller prendre ce qui est bon et aussi de supporter ce qui est plus difficile. C'est un équilibre à bien percevoir et bien faut bien peser les choses avant de partir dans ce métier. Il y a des jours où vous vous dites mais qu'est-ce que je fais là ? Plus maintenant parce que quand même on a fait du chemin, ça fait plus de 23 ans là que je suis dans le sujet et c'est passé en 5 minutes donc je suppose que ça m'a intéressé et que ça m'a bien absorbé. Mais c'est vrai que les premières années quand je me retrouvais au milieu du parc, les mains dans la vase, dans le brouillard ou au milieu de l'eau à des heures qui étaient ou très tôt ou très tardives, je me disais que j'étais vraiment tarée d'être allée me mettre là-dedans, quoi. Je comprends. Mais la pensée qui me ramenait à me dire que j'avais eu raison dans ce choix de vie, c'est de penser aux échanges que j'avais l'été avec des gens qui venaient m'encourager et me féliciter sur la qualité des produits que je faisais. Et maintenant que nous faisons, puisque je travaille depuis 10 ans avec mon fils, ça ramène bien ça redonne de la force et on redevient vigoureux quand on a ces pensées-là. Et puis vous parliez de votre fils, mais j'imagine aussi que le fait de transmettre l'activité, ça doit être une source de motivation, de savoir que ça va perdurer dans la famille après. Alors
c'est ambivalent comme sentiment parce qu'on se dit c'est dur, je suis peut-être idiote de dire que la porte est ouverte et que c'est facile. Et en même temps, ça donne beaucoup de combativité. On lâche pas le morceau. Oui, c'est une belle école de vie. Oui, c'est sympa, ouais. Une autre dimension de votre métier, j'ai l'impression, elle est sanitaire parce que vos huîtres, elles sont dans l'eau. Élément que vous maîtrisez pas, la qualité de l'eau. On entend des fois les ventes d'huîtres interdites. Comment ça se passe ça? Est-ce que c'est un vrai frein ou pas tant que ça finalement? Alors en fait, il faut savoir que on élève des huîtres dans un milieu ouvert. Il n'y a même pas de barrière finalement. L'eau se balade du sud au nord, du nord au sud, puisqu'elle rentre, elle sort. Il y a des bateaux qui circulent, il y a beaucoup d'acteurs autour du bassin d'Arcachon. Et que si on n'avait pas ce phénomène des marées dans le bassin d'Arcachon, on arrêterait tout de suite l'activité parce qu'on est très nombreux dans ce secteur, sur ce territoire. Et c'est vraiment ce renouvellement quotidien d'eau qui fait que ça sorte et ça rentre. Que vraiment on assure une super qualité. Alors c'est vrai que au niveau du bassin lui-même, on maîtrise pas grand-chose, si ce n'est que on a quand même des réseaux de surveillance par l'Ifremer qui apportent qui mettent des alarmes en route si jamais il y avait danger pour le consommateur. Et comme nos consommateurs nous font confiance, on est vraiment obligé de jouer le jeu. Si on nous dit attention, les huîtres, là maintenant il y a peut-être des micro-algues toxiques qui vont monter en puissance, on commence à s'extraire du milieu et on a quand même la possibilité de se mettre en circuit fermé et de mettre nos huîtres à l'abri du milieu naturel et se mettre à l'abri dans des bassins fermés sur terre. Ouais, on pratique pas mal ça maintenant. Oui, et puis de toute façon, quand quelqu'un est malade avec une huître, apparemment, on est bien au courant qu'on est malade. Donc, on est bien au courant et on nous le fait savoir. Je me doute. Et dernière difficulté, je me demandais, enfin, ou pas d'ailleurs, vous allez me dire, mais est-ce que ça n'a pas été difficile d'arriver, d'être une femme, en plus qui débutait, et comment ça s'est passé l'arrivée ici au vu de votre profil? Moi, je pense que c'est comme à la campagne, exactement le même. Au départ, je pense qu'autour de nous, on ne croit pas trop au projet que l'on porte. Et puis après, on s'interroge, et puis après, on est curieux. Et puis, on fait partie progressivement du paysage, et on est obligé d'accepter qu'on joue aussi, on est dans la même cour et qu'on joue ensemble. Après, si quelqu'un a une jalousie ou une hostilité, c'est pas mon problème. Moi, je vais pas dépenser de l'énergie là-dessus. Moi, j'avance. Bon, il a fallu faire ses preuves, mais une fois qu'on est dedans, ça roule. Ouais. Après, les preuves, c'est pour les autres. Moi, je sais ce que je pense et ce que je veux. Puis, j'essaie d'avancer et de faire avancer l'entreprise avec tous ceux qui bossent avec moi. C'est ça le plus important. Le reste, c'est pas grave. Pour finir l'interview, j'aimerais bien qu'on parle de la dégustation des huîtres quand même. C'est quoi vos conseils pour bien déguster des huîtres? Avec quel vin blanc il faut qu'on l'accompagne? Comment il faut l'ouvrir? Comment on la mange? Alors déjà, il faut savoir qu'on élève l'huître en 3 ans et qu'en quelques secondes, on va faire basculer l'huître vers le bon, l'excellent ou la dégradée. L'ouverture de l'huître et la préparation de l'huître avant la consommation, ça peut vraiment, vraiment avoir son incidence. On a un rôle primordial, les consommateurs. Voilà. Alors les consommateurs qui ouvrent pas bien les huîtres, il faut qu'ils viennent vraiment prendre des cours pour faire des caillages. Ça, c'est super important. C'est facile, c'est drôle. On se fait pas mal. Et par contre, si on commence à balancer des coquilles, qu'on met la chair en charpie et que on présente mal les huîtres, et c'est catastrophique, quoi. C'est vraiment tellement d'efforts produits pour obtenir un résultat un petit peu dramatique, ça vaut pas le coup, quoi. Donc attention à ceux qui préparent les huîtres, c'est très très important. Je crois que vous proposez des ateliers d'ouverture d'huîtres, j'ai vu sur le site web, pour ceux qui veulent. Ça marche très bien, on peut le faire en entreprise, en individuel, ça marche bien. Ça, j'ai jamais eu de grands blessés et de gens qui ne s'en sortent pas pour ouvrir les huîtres. Qu'on soit droitier, gaucher, ça marche. Donc il faut le savoir. Quel conseil? Moi j'aime bien que les huîtres soient légèrement fraîches, pas trop froides non plus, parce que plus c'est froid, plus le goût s'estompe et c'est dommage. On anesthésie nos papilles avec le froid, donc il y a les mollos sur le froid, mais un petit peu froid c'est pas mal. Les ouvrir légèrement à l'avance, vider la première eau,
Ça permet aussi de jeter l'eau à l'endroit, au point d'ouverture, et donc sortir les petites coquilles qu'on aurait pu mettre. Les présenter bien à plat pour que la deuxième eau reste dans la coquille. Ensuite, les servir avec la sauce qui nous fait plaisir. Ne pas se fouetter parce qu'on met de la sauce échalote vinaigre. Ou si ça vous fait plaisir de mettre des échalotes, mettez-en. Si vous mettez du citron, mettez-en. Si vous mettez du poivre, que vous êtes un Belge, mettez-en. Du tabasco, mettez-en. Faites ce qui vous fait plaisir. La plus grande récompense, c'est que vous preniez du plaisir en mangeant ces huîtres. Quoi dire d'autre? Quand vous comparez des huîtres, faites-le au même moment, dans la même assiette, dans les mêmes situations. Pour vous, en tant que dégustateur, ne dites pas les huîtres de Bretagne sont meilleures que les huîtres d'Arcachon ou vice-versa. Il faut les faire vraiment dans la même assiette. Et puis, quoi dire? Numéro 1, numéro 2, numéro 3, ça, est-ce que... Au goût de chacun, il faut tout tester, puis vous verrez ce qui vous plaît. Et mâchez. Ne vous débarrassez pas de l'huître. Le but, c'est pas de mettre dans son estomac. Le but, c'est de mettre dans son estomac après avoir passé un moment en contact avec l'huître. Donc, mâcher. Il faut extraire les saveurs de l'huître. Et si on gobe l'huître, on sent rien. On sent quelque chose d'à peine salé. Donc, décomposer les temps de la dégustation avec le goût salé, l'acide peut-être du citron avant, le salé, le iodé, le plus sucré derrière. Enfin voilà, essayez. Et puis accompagner de bons vins. Alors les vins de Bordeaux vont très bien avec les huîtres. Ne pas chercher à aller plus loin que les vins qui correspondent aux huîtres. Donc moi, j'aime beaucoup les entre-deux-mer. Les Bordeaux blancs de l'entre-deux-mer sont délicieux. Mais plutôt blanc, pas du rouge avec les huîtres ou pas? Il y en a qui mangent les huîtres avec du rouge, pourquoi pas. Moi, j'ai fait une fois l'expérience de carrément prendre aussi du blanc liquoreux, du sauterne. Okay. C'est très bon. Pain de seigle ou aux céréales, je préfère aux céréales. Beurre demi-sel, très bien. Et puis, surtout, se donner un cadre et une convivialité quand vous mangez ça. C'est vraiment sympa. Et quand vous commencez, vous n'arrêtez plus. Et est-ce que quelqu'un qui n'aime pas les huîtres, un jour, il peut espérer aimer ça? Je fais un atelier pour les baptêmes de l'huître. Et ça marche beaucoup. Baptême de l'huître. Ça marche beaucoup à l'émotion et à la confiance. Souvent, les gens qui décrètent ne pas aimer les huîtres, en réalité, ils ont très peur d'en manger. Donc c'est la part des choses, il faut faire la part des choses là-dessus. Et si vraiment la personne a peur, vous pouvez vraiment le mettre en confiance et petit à petit, on peut le ramener sur le droit chemin de l'huître. Parfait. Et je vais passer à mes questions de fin. La première, c'est qu'est-ce qui vous rend fier à vous de faire ce métier? De temps en temps, je regarde un peu dans le rétroviseur et puis je vois comment était le site, l'entreprise il y a plus d'une vingtaine d'années et là où on est arrivé. Ça a tenu la route, donc on est toujours vivant, c'est une certaine fierté. Je crois que ma plus grande fierté, en dehors de la qualité des produits qu'on amène dans les assiettes, ça sera plutôt des jeunes avec qui je travaille. Je crois que c'est ce qui me fait le plus de plaisir, qui m'enthousiasme le plus. Puis on les a vus bosser devant, ils travaillent dur quand même. Ça bosse quoi. Il n'y a pas de quand même, c'est l'ostréiculture, ouais. C'est dur, on le sait. Mais c'est arrivé justement à rendre durable ce travail, bien sûr en essayant de les payer le mieux possible, mais aussi en apportant autre chose qu'un rapport de patron et d'ouvrier, mais plutôt quelque chose d'un petit peu familial où ils se sentent bien. Voilà. C'est difficile parce qu'on a traversé quand même des années très compliquées. Les années Covid pour l'ostréiculture, ça n'a pas été fameux. Chaque année apporte à l'ostréiculture son lot de difficultés, mais je crois que c'est toutes les petites PME, les PME tout court, qui ont du mal. Mais je crois que la fierté, c'est que à une période où beaucoup de gens n'ont plus le goût de l'effort, c'est arriver à encore inculquer ça et que la récompense, elle vient au bout de l'effort. Et se donner du mal, c'est pour faire du bien aux autres. C'est une phrase que j'aime bien. Se donner du mal, c'est quand on fait des efforts, on va rendre heureux d'autres personnes à côté. Il y a un équilibre, il y a quelque chose qui se passe. C'est une transformation d'énergie, d'une énergie qui part d'un corps humain et qui va vers un autre corps humain. On va lui donner une réserve d'énergie parce que nous, on en a dépensé.
Il faudrait arrêter l'interview là-dessus. Il me reste 2 questions. C'était très beau ce que vous avez dit. Mais oui, est-ce que vous auriez un truc pour nous pour qu'on puisse étaler notre science la prochaine fois qu'il y a des huîtres à table et qu'on est avec nos amis? Alors, vous voudriez faire les belles en mangeant des huîtres. Ouais, voilà. Avoir l'air intelligent. Mais vous avez pas l'air, vous êtes intelligente. Je sais pas. Ouais, faut pas paraître, on s'en fout ça. C'est vrai. Du coup, oui, sur la genèse de la perle. Ouais, la perle qu'il y a dans les huîtres. Alors je dirais que la perle est un traumatisme pour l'huître. Elle est extraordinaire parce qu'elle a une résilience. Elle va se sortir de son traumatisme en beauté. Elle va enrober de nacre ce qui la gratouille et qui l'embête et qui la gêne dans toute sa vie, dans son quotidien. Et elle va ramener cette espèce de grain piquant à une petite sphère brillante et douce, convoitée par beaucoup de gens. Et donc, elle va créer un petit bijou. D'un traumatisme, elle va faire un bijou. Parce qu'en fait, elle a un corps étranger en elle, c'est ça? Qui la dérange et elle n'arrive pas à l'extraire de sa chair. Donc, elle va en faire quelque chose de tout doux, avec qui elle va pouvoir vivre la suite de... En sécrétant En sécrétant de la nacre tout autour. Elle fait une dragée de nacre, en réalité. D'accord, ok. Et ça arrive souvent ou c'est un mythe? Non, c'est pas un mythe. On en a dans l'état naturel qui font ça tranquillement. Alors les perles du bassin d'Arcachon sont pas du tout jolies en termes commercial, mais en termes de fierté, c'est top parce que quand vous trouvez une huître avec une perle, vous dites que ça porte bonheur. Ah ouais. Et alors les dégustateurs qui trouvent ça repartent avec leurs petites perles et ils sont très fiers. Ah oui, je comprends. J'aimerais bien en trouver une un jour. ça viendra. On trouve ça souvent en hiver. On a souvent trouvé vers le mois de janvier-février des petits lots de perles. Ouais. Oh, je sais pas. Qu'est-ce qui les déclenche comme ça? Et dernière question, où c'est qu'on peut vous contacter, savoir comment venir à votre cabane, à vos ateliers? Donc je rappelle baptême d'huîtres, ouverture d'huîtres. Je crois que vous faites aussi des visites d'une demi-journée. Je fais des... J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je fais des exposés l'été. J'essaie de rassembler des groupes parce que c'est vrai que quand on veut transmettre quelque chose, une passion, il faut y mettre beaucoup d'énergie. Donc je ne peux pas le faire 10 fois par jour, ni par semaine. Donc j'essaie de rassembler les gens qui ne se connaissent pas d'ailleurs, qui viennent, qui s'assoient dans la cabane et puis on commence à parler comme je l'ai fait ici et qui viennent écouter et poser des questions. Donc je fais ça beaucoup l'été, il y a des séances pour se rapprocher de l'office de tourisme ou m'appeler. Donc je vous communiquerai mon numéro de téléphone ou vous le ferez vous-même. Ouais. Et donc généralement pour déguster, il faut prendre rendez-vous. C'est le mieux, comme ça vous avez une bonne table. Puis vous êtes sûr d'en avoir surtout parce que parfois c'est un peu... Vous attendez pas 45 minutes comme moi qui ne m'organise pas. C'est rare d'entendre autant. On est assez efficace dans le service en général. Donc globalement si on a... Après on avait été trop bien. Voilà, tant mieux. Donc oui, ne pas hésiter à appeler, prendre des renseignements et puis après ou écrire un petit mail à l'adresse mail. Voilà. Qui est, peut-être vous pouvez donner votre site web. Oui, alors l'adresse mail c'est latrille.sylvie@9.fr et le téléphone c'est 06 13 29 87 60. Et le site internet www.lacabane57.com. Merci. Oui, je sais, parce que les agriculteurs, à chaque fois, je leur demande le site internet, .fr.com, donc maintenant, je vais regarder pour vous. Bon, mille merci pour votre temps et toutes les explications et ce cadre magnifique. J'espère que j'ai enrichi vos connaissances. Oui, j'en doute pas. Bonne journée. Beaucoup. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.